Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Consultation politico-militaire ouverte au Tchad en prélude au dialogue national inclusif initié par le Conseil militaire de transition, une initiative qui émane du comité technique spécial pour amorcer le processus de paix en vue des prochaines échéances électorales. Le continent africain accueillera le premier site de fabrication de vaccins de la société BioNTech à la mi-2022. Un accord vient d'être signé avec le gouvernement rwandais et l'Institut Pasteur de Dakar. Un pas de plus vers l'amélioration de la sécurité sanitaire en Afrique. Et le Nigeria retrouve son coq en bronze, une œuvre d'art subtilisée il y a 124 ans par la Grande-Bretagne à l'époque coloniale. Le retour au bercail de cette pièce historique est un symbole fort après des années de bataille juridique. Et tout d'abord, le sentiment de défiance à l'égard de la France s'intensifie au Mali. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Bamako ce vendredi 29 octobre pour protester contre la présence militaire française au Mali. Les manifestants ont réclamé le retrait total des troupes françaises présentes depuis 2013 en invoquant la souveraineté nationale du Mali. Rappelons que la France a annoncé en juin dernier une importante réduction du nombre de ses militaires dans la région du Sahel d'ici 2023 et la fin de l'opération Barkhane. Les autorités tchadiennes de transition préparent le dialogue national inclusif initié par le Conseil militaire de transition qui est censé se tenir au mois de novembre. Le comité technique spécial multiplie les consultations avec les différents mouvements politico-militaires pour assurer la participation de tous et amorcer un processus de paix en vue des prochaines échéances électorales. Plus de détails avec Philomène Tine. Le Tchad pourrait tenir entre le mois de novembre et décembre 2021 des assises nationales hors de son territoire. Des négociations initiées par le président du Conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby, sont en cours. Elles devraient notamment aboutir à un dialogue national inclusif avec la participation des groupes rebelles et politiques d'opposition en prélude de l'élection présidentielle. La décision des autorités de la transition tchadienne d'appeler à un dialogue national inclusif entre en droite ligne de leurs préoccupations depuis que ce pays a connu durant 3 mois des problèmes internes qui étaient liés à la façon dont le pouvoir a été dévolu, mais des problèmes qui, pour être résolus, nécessitent vraiment que tous les Tchadiens s'asseyent autour d'une table. Le comité technique chargé des discussions entre le Conseil militaire de transition tchadien et les groupes politico-militaires a déjà reçu les principaux groupes rebelles. Ces derniers n'envisagent pas de prendre une décision précipitée, mais toutefois, ils saluent cette initiative de dialogue qui semble être un réel désir de changement. En outre, certains observateurs tchadiens ne sont pas trop rassurés de la sincérité du gouvernement de transition. Il y aura des élections. Maintenant, par rapport aux délais, les délais de principe fixés par des organisations internationales tiennent très rarement compte des réalités sur le terrain. Je crois qu'il faut, comme à l'instar de ce qui se passe au Mali, en Guinée, accorder une circonstance atténuante à cette transition qui puisse prendre le temps, pas au-delà peut-être de 3 ans, mais prendre le temps pour organiser les conditions d'une élection inclusive et qui ne seront pas contestées après. Selon le gouvernement de transition tchadien, les groupes armés politico-militaires devraient forcément être associés au processus de paix au Tchad. Ainsi, l'objectif de ce dialogue n'est pas de replonger le pays dans la guerre. Alors la participation des groupes rebelles devrait générer la paix dans le pays. La capitale rwandaise Kigali a accueilli la 2e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne. Un rendez-vous qui s'est tenu les 25 et 26 octobre. Plus de 500 participants ont pris part à cette rencontre qui avait pour but de renforcer le partenariat entre les 2 continents. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Fratin Dakaisenga.
La transformation digitale, la paix et la sécurité, la bonne gouvernance, la transition écologique, la migration ou encore la culture, tels ont été les points de discussion de la deuxième réunion ministérielle entre l'Union africaine et l'Union européenne qui s'est tenue ces 25 et 26 octobre à Kigali, au Rwanda. Sur ces différentes problématiques s'est ajouté celui de la lutte contre la Covid-19, notamment l'écart qui existe entre l'Afrique et l'Europe en termes de moyens de lutte contre la pandémie. Nous devons avoir pour objectif de promouvoir la paix et la sécurité et de coopérer au niveau mondial pour relever les défis communs liés à la santé publique, à la relance économique, au changement climatique et entre autres à la sécurité mondiale. Le dynamisme manifesté ici en ce jour contribuera grandement à réaliser nos aspirations communes de renforcement et de préparation du 6e sommet de nos dirigeants à Bruxelles au début de l'année prochaine. La situation politique au Soudan n'a pas laissé d'intervenants indifférents. Plusieurs ont dénoncé le coup d'État et l'Union africaine qui se dit préoccupée et appelle à la reprise des consultations entre civils et militaires, au strict respect des droits de l'homme et à la libération de tous les dirigeants politiques arrêtés. Et nous avons, nous, les Africains et les Africains, rassurés que nous tous nous sommes préoccupés par ce qui se passe ces derniers jours au Soudan. Il y a eu un processus de transition démocratique sous le parrainage de l'Union africaine a abouti à un accord de transition démocratique. Ce processus est brutalement interrompu dans les conditions que vous savez. Donc nous en sommes préoccupés. C'est en marge de cette réunion également que les gouvernements du Rwanda et du Sénégal ont signé des accords de partenariat avec la firme allemande de biotechnologie BioNTech pour la construction des usines de fabrication des vaccins, notamment ceux contre la Covid-19, le paludisme et la tuberculose. Également dans l'actualité en Tunisie, le mouvement Ennahda dénonce une nouvelle fois la politique du président Kais Saied. Dans un communiqué publié ce vendredi 29 octobre, le parti d'obédience islamique a mis en garde contre, je cite, la gravité des tentatives répétées du président de la République pour faire pression sur la justice, notamment le Conseil supérieur de la magistrature. Fin de citation. Ennahda estime qu'une réforme du secteur de la justice doit être menée par les institutions judiciaires et appuyée par le pouvoir législatif. Rappelons que la Tunisie est en proie à une grave crise politique depuis la révocation du gouvernement et le gel des pouvoirs du Parlement par le président tunisien le 25 juillet dernier. Ce dernier avait également annoncé qu'il s'arrogeait le pouvoir exécutif. La sécurité sanitaire du continent africain prend un nouvel élan. La société BioNTech a signé le 26 octobre un protocole d'accord avec le gouvernement rwandais et l'Institut Pasteur de Dakar. Cet accord doit permettre la construction du premier site de fabrication ARN messager en Afrique d'ici mi-2022. Reportage de notre correspondant Fratin Dakaisenga. Le gouvernement rwandais et celui du Sénégal ont signé ce 26 octobre un protocole d'accord avec la firme allemande de biotechnologie BioNTech pour lancer la construction des usines de production de vaccins à base d'ARN messager. Au début, les usines vont produire des vaccins contre la Covid-19, le paludisme et la tuberculose. Nous sommes très ravis de pouvoir collaborer avec la firme BioNTech pour cette initiative inédite dans le contexte de la stratégie panafricaine menée par l'Union africaine et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La tâche qui est la nôtre maintenant est de faire très vite pour mettre en œuvre ces accords. Pour le Rwanda, le début des travaux de construction est prévu pour la mi-2022 et l'usine sera établie dans la nouvelle zone économique spéciale de Kigali. L'accord signé entre BioNTech, l'Office rwandais de développement et l'Institut Pasteur de Dakar stipule que dans un premier temps, c'est BioNTech qui gérera le site industriel, mais il prévoit la formation rapide du personnel local ainsi que le transfert du savoir-faire et de la propriété du site à des partenaires locaux. Cela veut dire que le multilatéralisme
et la coopération internationale sont nos meilleures chances de succès quand nous sommes ensemble. Cela veut surtout dire que ce que nous pouvons faire ensemble est déterminant dans le futur de nos sociétés. Cela surtout veut dire que ce que nous n'arrivons pas à faire ensemble, nous le ferons mal ou nous le ferons tout simplement pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que de vaccins, plus que de produire un vaccin, plus que de santé, il est question de nous ensemble, du futur de nos sociétés, pour qu'ensemble nous continuions à les construire. C'est l'exemple le plus vivant que vous êtes en train de démontrer. À ce jour, seul 1% des vaccins administrés sur le continent sont produits en Afrique, mais l'Union africaine affiche des objectifs ambitieux en la matière, parlant de 60% en 2040. Après le Rwanda et le Sénégal, ce sera le tour de l'Afrique du Sud pour signer ce genre d'accord avec BioNTech. La capacité de production de l'usine rwandaise sera de 50 millions de vaccins par an. La menace de sanctions commerciales des États-Unis plane sur l'Éthiopie et ce en raison de la guerre qui sévit dans la région du Tigré au nord du pays depuis novembre 2020. L'Éthiopie ne répondrait plus aux critères d'accès en franchise de droit des États-Unis. Cette loi américaine, plus connue sous le nom de l'AGOA, concerne le développement et les opportunités africaines. Les explications dans ce sujet de la rédaction. L'industrie textile de l'Éthiopie est confrontée à un problème de taille. Les États-Unis menacent de suspendre l'accord commercial des avantages en vertu de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, et ce en raison de la guerre qui sévit depuis novembre 2020 dans la région du Tigré, au nord du pays, une sanction qui toucherait des milliers d'Éthiopiens, à l'instar de Finote Selem Nigusi, employé dans une usine de textile d'Addis Abeba. Je serais sérieusement affectée si cette usine devait fermer. J'envoie mon enfant dans une école privée, je paie donc les frais de scolarité et le transport scolaire. Nous vivons dans une maison louée, nous devons donc payer le loyer aussi. Si cette entreprise ferme, je pourrais être sans travail pendant 4 à 5 mois en étant juste à la recherche d'un emploi, car je n'ai pas le capital pour démarrer ma propre entreprise. Par conséquent, je serais gravement touchée et mon enfant pourrait être contraint d'abandonner l'école. L'Éthiopie n'a pas encore le statut de grand fournisseur mondial, mais aspire à devenir une plaque tournante en Afrique. La suspension de l'AGOA pourrait être un problème considérable dans la chaîne d'approvisionnement de plusieurs marques de mode mondiales. L'AGOA est un privilège accordé aux pays d'Afrique subsaharienne. C'est une grande incitation lorsque vous bénéficiez d'une remise de 15 à 20% que vous pouvez autoriser sur votre marge, pour la rendre raisonnable pour les clients basés aux États-Unis. Et nous avons utilisé l'AGOA par le passé depuis que nous avons commencé en gros il y a 15 ans. Depuis sa création en 2000, l'AGOA a créé en Éthiopie directement 200 000 emplois et indirectement des millions d'autres. Dans le cadre de l'AGOA, l'Éthiopie a exporté en 2000 près de 237 millions de dollars de marchandises en franchise de droit vers les États-Unis, soit plus de 90% de ses textiles et vêtements, selon les données du département américain du commerce. Les restitutions d'œuvres d'art pillées à l'époque coloniale vont bon train. Le Nigeria a connu la restitution de l'une de ses œuvres après des années de bataille juridique. Il s'agit d'une statue de coq subtilisée il y a 124 ans par la Grande-Bretagne. Un retour au bercail qui précède la restitution par la France des 26 œuvres d'art au Bénin prévues le 10 novembre prochain. Un sujet de Anthony Atangana. Retour à la maison pour les œuvres d'art africaines. Le Nigeria a vu ce mercredi 27 octobre un de ses biens culturels faire son grand retour dans le pays. Un coq en bronze provenant d'un collège de l'université de Cambridge. Une satisfaction et une fierté pour le continent africain, comme l'explique Edouard Ouko, ingénieur à Lagos qui salue cette initiative. Justice sera rendue s'il le renvoie à l'origine où il appartient. Cela renforcera l'héritage africain, la richesse de l'Afrique et le monde saura que l'art est en fait originaire d'Afrique. Depuis quelques années, plusieurs pays européens participent à la restitution de l'art africain volé par les puissances coloniales, au grand bonheur des citoyens africains. Andrew Aziza estime que c'est l'occasion notamment de profiter de la valeur de ces œuvres d'art. Ceux qui ont emporté nos artefacts en ont tiré des millions de dollars. Donc le ramener au royaume du Bénin, je pense que c'est un bon développement qui,
en fin de compte, nous permettra également de générer beaucoup d'argent. Pillée par les troupes britanniques en 1897, cette sculpture en bronze qui figure parmi les centaines d'autres dérobées au Nigeria symbolise la lutte acharnée menée par les pays africains quant à la restitution de leur héritage ancestral. Pour Pius Reis, PDG de la société Black Innovation Africa, l'heure est désormais à la célébration et à la prise de conscience. Nous devrions célébrer cela, il ne faut pas le taire. Cela fait partie de notre patrimoine culturel, nous l'avons maintenant. Certains d'entre nous n'ont jamais pu voir ces choses avant qu'elles ne soient sorties du Nigeria et elles sont maintenant de retour. Je pense que cela nous aide à nous connecter davantage avec nos racines et nous devrions le célébrer. Je pense que si nous avons encore certains de ces artefacts là-bas, le gouvernement devrait faire encore plus pour essayer de les récupérer car cela fait partie de notre patrimoine culturel. Selon plusieurs historiens de l'art français, environ 90% du patrimoine culturel issu d'Afrique se trouverait actuellement en Europe. Le musée du Quai Branly à Paris détient par exemple à lui seul à peu près 70 000 objets africains. Quant au British Museum de Londres, il en posséderait des dizaines de milliers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.